Donc merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le deuxième logiciel, la deuxième solution applicative qui fonctionne sur les archives du web de la BNF au programme aujourd'hui. Donc, ce logiciel qui s'appelle Pandoré. Alors, moi, je m'appelle... Oula, oui, ici, ça marche. Je suis chercheur en sciences politiques. Pardon. Et donc, pour les besoins de ma thèse, à l'origine, je me suis confronté, grâce à la bienveillance et à l'aide de l'équipe du Media Lab, à la question de que voulait dire de construire du savoir et d'avoir une stratégie méthodologique qui soit un petit peu dans des ordres de grandeur pertinents vis-à-vis de ce savoir. Comment est-ce qu'on fait pour construire quelque chose de solide qu'on pourrait désigner comme savoir scientifique. Et il se trouve que, paradoxalement, cette désignation, aujourd'hui, elle est très peu contrôlée dans la mesure où, quand on écrit des articles de recherche, qui est devenu un peu le package ou le produit de base de la recherche scientifique, en réalité, on soumet un récit. On soumet un récit avec une histoire, ce qu'on présente comme étant des résultats, et on propose à nos pairs de juger ce récit, mais eux-mêmes ne jugent que de la plausibilité de la représentation qu'on fait de notre recherche, et non pas ni des données, ni de l'appareil méthodologique qui est bien souvent pas accessible. Et donc, l'enjeu auquel j'essaye de répondre avec ce logiciel, c'est de proposer un outil qui soit gratuit, qui soit ouvert, qui soit intelligible, qui soit décentralisé. Donc, c'est un choix que j'ai fait parce que je peux. Il se trouve que dans ce cas précis, c'est possible. Dans d'autres cas, c'est pas toujours possible. Et qui soit toujours sous contrôle de la personne qui administre la recherche pour permettre à la fois le partage, la reproducibilité et aussi le fait que ça tienne la durée, le fait que dans le temps, un même outil sur un même jeu de données permette d'avoir des résultats qui soient presque identiques. Évidemment, il y a le problème de la matérialité du stockage, bon, qui sont toujours des enjeux, mais qui soient aussi fidèles que possible à ce qui est euh, envisageable sur le long terme, notamment dans les grandes institutions. Ce qui pose quand même des forts enjeux sur les sources. Il faut que les sources restent disponibles et c'est pour ça que, suite à ce projet Respadon, auquel j'ai eu la chance de participer comme membre de groupe, s'est posé la question de voir dans quelle mesure ce logiciel que j'avais conçu à l'origine pour aller interroger des bases de données scientométriques pouvait être déployé sur d'autres types de bases de données, et notamment les archives du web qui sont disponibles à la BNF, dans des conditions qui sont très particulières, puisque qui sont un peu d'ailleurs, c'est une tension qu'il y a avec cet objectif de l'open source, avec des données qui sont captives. Donc, seules les personnes au sein du réseau du Data Lab de la BNF ont accès à ces données. Vous ne pouvez pas être tranquillement chez vous et faire des requêtes sur les archives du web français. Ce qui pose, ce qui donc est à double tranchant. D'un côté, contrairement à une base de données comme Scopus ou Web of Science, on sait que les données, on a accès au producteur de la donnée. C'est pas un agent commercial dont on ne connaît finalement que peu de choses, donc on peut plus facilement avoir confiance. Cependant, le contre de ça, c'est qu'il faut être capable de venir se déplacer physiquement dans l'emprise où ces données sont accessibles. Pandoré, donc, sert globalement à faire deux choses qui sont présentées ici, ce que j'appelle flux et type. Une chose, c'est de récolter des données. Et la deuxième chose, c'est explorer ces données. Il y a une étape intermédiaire qui permet de scinder ces deux actions en deux silos qui sont deux pipelines qui sont autonomes. Donc, ce que j'appelle flux, c'est la récolte de données. Ce que j'appelle type, c'est l'exploration de données. Et pour lier ces deux pipelines, il y a une étape de normalisation qui passe par un logiciel qui s'appelle Zotero. Bon, je suppose que vous êtes tous maîtresses et maîtres de ce grand monument logiciel qui est Zotero, qui du coup permet d'administrer les collections sans avoir à réinventer la poudre. Donc, ce que fait Pandoré, c'est va interroger une source de données, par exemple les archives du web, les convertir de façon à ce qu'ils soient abstraits, donc les captures en l'occurrence soient abstraites sous forme de documents, qui soient intelligibles par l'API de Zotero, uploader ces documents vers Zotero, qui en tant que logiciel et en tant que aussi front-end web
permet de faire différents types d'administration, permet de faire de la curation, permet de faire de l'enrichissement, permet, en fait, quand vous avez le logiciel Zotero desktop installé sur votre ordinateur, vous avez une base de données SQL avec un front qui vous permet de faire plein d'opérations et d'annoter, de taguer, etc. Qui est en plus un front que généralement les gens savent déjà utiliser, ce qui est utile. Et ensuite, réimporter ces collections sur lesquelles vous avez potentiellement agi dans Pandoré pour permettre de faire de l'exploration de corpus avec des visualisations pardon, qui sont ad hoc par rapport au type de document que vous avez utilisé. Donc, ils pourront être communes ou différentes selon le type de document que vous avez importé. Dans le contexte des archives du web, la façon dont ça se passe, en tout cas à la BNF, c'est que l'utilisateur, le chemin proposé de l'utilisateur, c'est d'aller interroger le front-end de recherche des collections indexées en plein texte et dont les liens aussi sont indexés. Donc c'est le périmètre que va taper Pandoré, contrairement à Hive qui peut taper toutes les archives. Pandoré est conçu pour ne taper que la petite section, la petite couche des archives du web français qui sont indexées en plein texte avec leurs liens. Donc d'aller chercher des termes qui sont dans les collections indexées en plein texte, récupérer ces données, les convertir pour envoyer seulement les métadonnées et pas le contenu dans Zotero, et ensuite faire de la curation si nécessaire, et ensuite les réimporter pour les explorer comme corpus, et une fois qu'on a trouvé dans le corpus un document intéressant, aller les sortir aller les explorer, les lire en fait dans le navigateur des archives. Donc voici le front, donc la première étape des archives de l'Internet. Donc là, par exemple, vous allez chercher un mot sur une période dans une collection. Donc le mot est Fanon, la collection c'est des élections parce qu'elle est indexée en plein texte. La période, donc là c'est sur l'année 2002, et donc cette recherche va donner des résultats. Et c'est ces résultats-là qu'on va ensuite, si le premier jet semble pertinent sur ce front-là, on va aller l'administrer dans Pandoré. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est du live démo. On va voir si ça marche. Donc voici à quoi ressemble Pandoré. Donc là, je suis au sein de la BNF dans l'enclave, ce qui fait que j'ai accès aux données. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas menti. Il y a bien ces deux catégories flux et type qui me permettent d'interroger certaines sources de données. Donc là, ici, on voit de base tout ce qui est symptométrie, mais qui permet aussi d'aller chercher des interfaces qui ne sont que dans le réseau local, d'où le nom local, et qui permettent ici, par exemple, d'aller chercher des mots. Donc, je pourrais faire Fanon. Et après, vous allez croire que c'est triché parce que ça a été déjà prévu. Mais donc là, si je coche élection, bah voilà, il trouve 7049 documents répartis sur cette période-là. Dans cette collection, qui est celle qu'on a choisie et qui est la seule qui est indexée en plein texte pour notre recherche, il y a aussi Web littéraire, mais qui a une collection qui a une structure très particulière. Et donc, qui donne un aperçu des 10 domaines qui contiennent, des 10 hosts en fait, qui contiennent le plus de ces termes. Mais par exemple, moi, il se trouve que je travaille en ce moment sur Dolly, la petite brebis qui a été clonée. Et donc, on voit que là, sur cette période-là, ben, on se retrouve avec 2525 documents, etc., etc. Donc, on peut faire un truc. Je vous cherche pas Chirac parce que dès qu'on trouve, dès que c'est des mots qui sont trop trouvés, au-delà de 50 000, Pandoré bloque parce que récupérer ces données serait trop difficile. Une fois qu'on a trouvé une requête qui semble pertinente, ça peut être des requêtes beaucoup plus complexes, hein. Ça tape directement le Solar. Donc, si vous connaissez la structure Solar, vous pouvez administrer des requêtes qui sont beaucoup plus complexes. Vous pouvez soumettre la query en entier et ensuite, une fois qu'elle sera soumise, vous pourrez l'envoyer à Zotero, l'ouvrir dans Zotero, donc seulement avec les métadonnées, et la réimporter. Je vais pas le faire tout de suite parce que d'une part, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'on essaye de pas noyer l'API de Zotero pour pas qu'elle nous rejette. Euh, mais, euh, mais voilà, sachez que c'est le concept. Et derrière, une fois qu'on a réimporté, on l'attribue à un type de visualisation qui s'appelle Archetype ici, qui va changer de nom, qui va s'appeler juste Web Archive, ce sera beaucoup plus clair et qui vous permet de charger un corpus. Donc là, c'est des corpus que j'ai déjà constitués dans le passé, donc notamment ce corpus Dolly et clonage, qui va venir les ordonner par host.
et par lien. Donc parfois, il se trouve qu'il y a des hosts qui sont liés, qui renvoient vers des pages communes. Il se trouve que dans l'Internet du début des années 2000, c'est plus rare que dans l'Internet d'aujourd'hui, en tout cas pour des sujets qui sont périphériques par rapport à ce qui fait le cœur de la collection. Donc le cas de Dolly, par exemple, est un petit peu périphérique par rapport voilà, le ciblage de l'époque de la collecte à l'élection présidentielle de 2002. Une fois qu'on sélectionne un cluster, donc là vous voyez qu'à côté de chaque, à droite dans cette tooltip, vous voyez qu'à côté de chaque host, il y a le nombre de nœuds. Et donc il y a deux types de nœuds. Les ronds bleus, c'est les pages capturées dont on sait qu'elles contiennent le mot qu'on recherche. Et les pages grises, c'est les liens. Et donc on ne sait pas si ces liens ont été capturés. On sait que, on est certain que ce ne sont pas des pages archivées qui contiennent le mot qu'on cherche, parce que sinon ce serait des ronds bleus. On sait que ces pages, ces ronds bleus qui contiennent le mot qu'on cherche renvoient vers ces pages. Et pour savoir si elles sont contenues dans les archives ou pas, il faut cliquer dessus pour révéler leur contenu. Donc, je vais commencer par aller chercher un rond bleu dont on sait qu'il est contenu dans les archives. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est une page du site du PCF. Il y a deux captures, le 25 mai et le 13 juin 2002. Quand je clique dessus, ça m'affiche le contenu. Donc là, il se trouve, on a l'impression que le contenu ne change pas beaucoup. Pourtant, on voit que la propriété Wayback Date change, donc c'est bien deux captures différentes. Et quand on cherche un terme, on a un petit extrait qui nous permet de voir dans quelle mesure, de capture en capture, ça a changé. Donc là, c'est globalement la même chose, ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu de gros mouvements au travers du temps. Parfois, il y a plus de captures, etc., etc. Et donc, quand on clique sur un rond rouge, vous avez vu aussi que non seulement on a les liens entrants et sortants cette capture, mais aussi, donc pour ce qui fait partie du corpus, mais aussi des pages, ces ronds gris, ce que j'appelle les ghosts, ce que j'appelle les fantômes, qui sont une façon de voir ces liens sortants qui ne contiennent pas le mot qu'on cherche. Quand on clique dessus, eh ben là, vous voyez typiquement ce ghost-là, il est dans les archives. Il ne contient pas d'OLI, c'est normal, le cadre reste vide, mais pour autant, il est quand même dans les archives. Ce mot-là, celui-là aussi, donc là, on a de la chance. Je pense que si on va aller un peu plus taper dans les coins, genre typiquement dans ce massif ici, probablement. Ah bah si. Le site PCF a été très très bien collecté, avec une très grande profondeur. Donc on trouve quand même pratiquement tout ce qu'on cherche, c'est merveilleux. Ce qui nous permet donc d'avoir un petit peu une idée de est-ce que c'est intéressant ou pas ce qu'il y a dans cette page. Chercher d'autres mots aussi, par exemple, on peut chercher le mot clonage. Et là, en fait, on se rend compte que cette page qui parle de Dolly, en fait, elle parle, pardon, principalement du clonage. Et comme ça, de groupe en groupe, de cluster en cluster, de domaine en domaine, on se retrouve à pouvoir chercher de façon un petit peu exhaustive toutes les occurrences de ce terme sur la période dans la collection qu'on a, qu'on a désignée. Donc voilà, l'idée est de faire ce traitement un petit peu exhaustif, d'aller voir une fois qu'on a repéré dans quelle mesure c'était intéressant, enfin le contexte paraissait intéressant. Donc là, par exemple, ça a l'air vraiment pas très intéressant. On est clairement en dehors de notre cible. Mais là, sur Top Chrétien, par contre, on va être beaucoup plus dans notre cible. Euh, Ça nous permet d'estimer l'intérêt de la page. Et en appuyant sur le copy permalink, ça va copier l'URL des archives et donc on va avoir accès au navigateur des archives. Juste pour terminer, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, enfin, je propose aussi d'utiliser un carnet de terrain qui permet en fait de rentrer à la main, hein, juste avec un modèle d'entrée tel que celui-ci, le permalien, le sujet, le positionnement, ça c'est des catégories complètement normatives, hein, positionnement et richesse, mais qui permet par exemple de dire, bah voilà, dans telle page, il y a Christine Boutin qui fait partie de telle partie, en l'occurrence l'UDF, et je considère que le score de richesse ou de pertinence par rapport à mon sujet est de 6, donc c'est quelque chose de plutôt intéressant sur lequel je revienne. Ça c'est le premier carnet, un deuxième carnet qui est le deuxième pass d'exploration, où là, on va aller plus loin, on va essayer de récupérer un extrait, et de qualifier cet extrait pour
pour finalement faire vraiment ce carnet de terrain de façon sérieuse et exhaustive. Donc là, en l'occurrence, voici à quoi ça ressemble. Et on a un droit de citation, on n'a pas le droit de sortir des pages entières, mais on a un droit de citation sur des aspects pertinents de ces documents. Donc là, en l'occurrence, cet utilisateur Joe Chris, qui sur un forum qui s'appelle E1789, fait part de son point de vue. Et donc là, il y a le commentaire, qui est un commentaire que moi j'ai écrit, sur justement cette prise de parole, et on peut les mettre les uns à la suite des autres pour les comparer ou pas, afin de voir dans quelle mesure c'est quelque chose qui peut se placer sur un repère ou sur un spectre politique qui permet une analyse un petit peu plus profonde, mais tout, avec l'objectif d'exhaustivité, sachant que l'archive du web est un monde autocontenu. Donc, en termes épistémologiques, l'archive est là, elle a un début, elle a une fin. On ne pourra pas retourner dans le passé. Et donc, on peut considérer, même si on sait qu'elle est incomplète, même si on sait qu'il y a plein de choses qui ne sont pas, qui n'ont pas été capturées, c'est tributaire des choix de capture et de technologie de l'époque. Pour autant, voici ce qu'il y a dans cette archive et voici les signaux. Enfin, on peut faire l'analyse des signaux qui s'y trouvent et essayer, à partir de ces indices, d'avoir des indices, justement, sur la façon dont on débattait de ces sujets dans le passé. Merci de votre attention.